Avec ce vidéo, on va compléter maintenant le résumé du chapitre 24. Il nous restait une partie qu'on n'avait pas vue, qui correspond dans le livre de Séguin, pour ceux qui suivent avec le livre de Séguin, là, à la section 3.12. Donc, je vous invite à ouvrir votre livre de Séguin à la page 425. Dans mon résumé, il faut aller à la deuxième page du chapitre 24, à la page 56. Dans le bas, au milieu, c'était déjà vu. Donc, ça commence ici avec la définition de qu'est-ce que l'impulsion. Très important pour les joueurs de volleyball, basketball ou autres joueurs, les receveurs au football. Donc, avoir une bonne impulsion. C'est quoi la définition de l'impulsion? C'est la variation de quantité de mouvement. On prend la lettre J majuscule pour cette nouvelle grandeur physique-là, qui est égale à la variation de P, la variation de quantité de mouvement. Donc ça, c'est une valeur qu'on calculait déjà. Là, tout à l'heure, on faisait des M fois delta V. On calculait déjà ce genre de choses-là. Mais là, on lui donne un nom. On dit que la variation de quantité de mouvement, on appelle ça l'impulsion. Donc, un joueur de volleyball, par exemple, je prends l'exemple que moi j'ai vécu, on va transformer notre mouvement horizontal, nos 2-3 pas d'accélération qu'on prend à l'horizontale, puis on va essayer de transformer ça en hauteur, en mouvement vertical vers le haut. Donc, on va avoir un changement grâce au contact qu'on fait avec le sol au moment où on saute, transformer la vitesse puis notre masse en vitesse puis masse vers le haut, si possible. En maximisant cette chose-là. Donc, c'est ce qu'on appelle avoir de l'impulsion, réussir à faire varier notre quantité de mouvement. Ça, c'est la définition. On ne l'utilisera pas comme telle pour résoudre des problèmes. On va aussi s'apercevoir que l'impulsion, on peut la calculer à partir de la force. En prenant, si on a une force constante, on multiplie la force résultante ou la somme des forces fois delta t. Fait que ça, encore une fois, c'est la définition sous forme vectorielle. C'est pas vraiment celle-là qu'on va utiliser. Fait que pour celle-ci, ce qu'on va utiliser plus souvent, c'est du 1D. Encore une fois, on pourrait les convertir aussi en 2D, 3D, puis les travailler au besoin. Mais habituellement, on va se contenter de faire des problèmes 1D. Non? Je ne me rappelle pas de tous les problèmes, mais on verra bien. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va le calculer là, pour la composante selon X. Puis la deuxième, qui était quand on connaît la force, puis le temps qu'on applique la force, de calculer l'impulsion que ça va nous donner, on la transforme en cette forme-là. Ou encore, forme intéressante, c'est sûr que somme des forces X, c'est ma force résultante, mais c'est aussi la force moyenne. Par définition, on appelle ça la force moyenne qui est exercée sur un objet. Donc, on peut calculer l'impulsion si on connaît la force moyenne qui est utilisée fois le delta T. On va démontrer que ça, c'est une équation qu'on peut utiliser. Troisième façon de calculer l'impulsion, mais cette fois-ci pour une force quelconque qui est variable. La méthode est intéressante quand on a une force variable, mais ça marcherait aussi pour une force qui est constante. C'est de calculer l'air sous la courbe de fx de t. Okay? Parce qu'évidemment, on s'aperçoit qu'on multiplie par delta t. Donc, si on connaît la force en fonction du temps, si on a une courbe de force en fonction du temps, ça revient à faire l'intégrale. De façon encore plus mathématique d'écrire ça, ça aurait été de l'écrire avec l'intégrale. Puis l'intégrale, c'est faire l'air sous une courbe. Donc ça, on peut l'utiliser quand on fait des expériences. Entre autres, on obtient une courbe. Je pourrais utiliser la courbe pour faire un calcul expérimental de g de x. Évidemment, je peux m'apercevoir que j'ai, à partir des deux équations ici, g de x est égal à ça, puis ça, je peux faire une égalité entre les deux. F force moyenne fois delta t est égal à R sous la courbe, puis isoler force moyenne, ça me donne une façon de calculer la force moyenne. C'est l'R sous la courbe, puis le delta t va venir diviser l'autre côté. Donc, ça me donne une façon de calculer l'R. Fait que si on serait capable de mettre un capteur de force dans le mouvement, exemple d'un joueur de volleyball, puis de le tracer en fonction du temps, on serait capable de calculer une force moyenne qui a été utilisée pour générer son impulsion, exemple. Ça complète le résumé. On va aller maintenant travailler des exemples avec ces formules-là.